Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la chance de rencontrer Jean Duchazot, qui est une personne qui m'a énormément inspiré pour ma formation sur la thyroïde. On vous présente toujours des endocrinologues, des gens avec une blouse blanche, des spécialistes. Moi aujourd'hui j'aimerais vous présenter quelqu'un qui est plutôt un endocrinopsychologue. Jean Duchazot, bonjour. Bonjour François. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous voulez nous présenter un petit peu votre discipline, brièvement ? Alors, l'endocrinopsychologie, c'est moi qui ai, autrefois, enfin il y a peut-être 35-40 ans, j'ai donné un nom un peu bizarre, endocrinopsychologie, au contenu que m'a laissé le docteur Jean Gauthier, dont je suis l'héritier et le disciple. Alors, pourquoi endocrinopsychologie ? Parce que le docteur Jean Gauthier a travaillé énormément la question des glandes endocrines. Et il a surtout fait un travail finalement, non pas seulement de physiologie endocrinienne, mais un travail mixte, on peut dire, en démontrant l'immense influence des glandes, des hormones, sur notre psyché, finalement sur l'âme spirituelle, disons-le franchement. Alors, endocrinopsychologie, c'est pour moi l'idéal comme appellation, parce que c'est les glandes, endocrino, c'est un peu long, voilà, et psychologie, parce que nous sommes des êtres spirituels, nous avons une psyché. Et de plus, la psyché commande le corps. Sinon, si c'est l'inverse, il y a un déterminisme, et le corps déterminerait donc nos comportements, ce qui serait totalement à contrario du libre arbitre que nous constatons tous. Nous sommes libres, mais seulement relativement. Enfin, voilà, c'était pour justifier cette appellation. Maintenant, on pourrait continuer pour justifier cette appellation encore plus, si vous voulez. Pour les gens qui nous regardent, en fait, il y a ce livre, Ces glandes qui nous gouvernent, qui est, je pense, la première approche si vous voulez découvrir le monde de Jean Duchazot. Si vous voulez, vous avez une sorte de synergie, vous voyez l'ensemble de vos glandes, et Jean va me corriger si j'ai des choses qui passent pas. Vos glandes doivent être vues un petit peu comme un orchestre, avec une symphonie où vous avez des instruments, des glandes, qui jouent de manière plus ou moins haute suivant les types de personnes. Et en fait, ces glandes auront un impact sur votre manière de penser, mais pas sur votre personnalité, pas sur votre libre arbitre. Une influence telle. Et les gens qui me regardent, qui connaissent mon travail, où on est vraiment axé sur le glandulaire et notamment sur la thyroïde, j'ai toujours l'habitude de dire, vous n'avez pas finalement de gens qui viennent en consultation pour des problèmes de thyroïde avec des mains de carreleur, de maçon ou avec un profil d'ingénieur. C'est plutôt rare, entre guillemets. Et c'est grâce en fait aux travaux de Jean Duchazot que j'avais pu un peu faire cette conclusion personnelle. Qu'en pensez-vous ? Exactement. Oui, parce que nous avons des influences glandulaires, non seulement sur la psyché, comme je viens de le dire, mais aussi sur le physique, sur la forme corporelle, sur la taille, sur beaucoup de choses d'ordre physiologique et physique, somatique. Donc, les typologies glandulaires que Gauthier a découvertes, il y en a 4 principales, puisqu'il y a l'hypophysaire, il y a le thyroïdien, il y a le surrénalien, il y a le génital. Génital, vaste sujet, peut-être qu'on l'abordera, mais on verra. Alors, ces influences glandulaires font que, comme vous le disiez très bien, un thyroïdien a des mains fines et élancées, avec les doigts élancés, etc. Et si on voit un thyroïdien avec des mains de battleur, par exemple, ce qui peut exister, mais à ce moment-là, ça voudrait dire que l'apparence glandulaire, l'apparence thyroïdienne qu'il peut avoir par la taille, longiligne, assez grand, 1m80 et un peu davantage, mais pas plus, parce que après, on a l'hypophysaire qui fait jusqu'à 1m95, etc. Tout est cadré, mais les typologies, attention, elles existent, Gauthier les a vraiment démontrées, mais ces types sont théoriques, puisqu'il a décrit l'influence d'une glande si le sujet ne portait en lui que cette glande. Ces types sont donc exacts, mais ils sont théoriques, ils n'existent pas en fait. Parce que nous sommes tous des mélanges de 4 glandes endocrines. Alors pour revenir à ce thyroïdien qui a des mains de battleur, c'est qu'alors il aurait une influence surrénalienne, somatique particulièrement forte, pour lui donner ses mains. Alors c'est au sujet, au psychologue ou à quelqu'un qui veut découvrir un caractère, d'établir les influences ponctuelles, disséminées dans sa corporéité, pour dire, voilà, vous avez là un aspect thyroïdien majeur, mais vous avez des signes de surrénal, ça veut dire que le thyroïdien est quelqu'un d'hyper émotionnel, schématiquement, et au contraire, le surrénalien a des émotions beaucoup moins fortes et vives. En revanche, il a de l'agressivité, il a un esprit plutôt matérialiste, vous voyez, il y a des schémas comme ça.
Voilà, on fait une typologie, on fait un caractère, une caractérologie de quelqu'un à partir de ses influences endocriniennes somatiques, c'est-à-dire celles qui se voient. Et à partir de là, on peut déduire, je commence toujours à induire et déduire, il faudrait que je revoie ça, déduire son caractère psychologique. L'agressivité, c'est pas somatique, hein, c'est d'ordre psychologique. De même, pour le thyroïdien, ils sont émotionnels, ils sont très adaptés, ils sont très mobiles, mouvants. Il y a une peu de superficialité s'ils ne sont pas régulés par d'autres endocrines, notamment l'hypophyse ou la génitale, qui donne vraiment un sens du réel très profond chez le génital, l'interstitiel, hein, alors que la thyroïde donne au contraire un caractère très éthéré. Voyez-vous, c'est pour ça que le métabolisme basal d'un être humain est au maximum à l'âge de 5 ans. À 5 ans, parce que c'est la glande de la mémoire, et c'est là, à cette période, que l'enfant enregistre le tout, quoi. Et effectivement, c'est l'âge des fécarabos, de l'imagination, c'est la glande de l'imagination. C'est vrai. Voilà. Pour donner un peu d'histoire par rapport au cadre de vos travaux, et ça vient de mon côté, c'est que vous avez ce qu'on appelle une sémiologie glandulaire qui a toujours existé, c'est-à-dire une étude des caractéristiques physiques et émotionnelles référencées pour tous ceux qui ont plutôt un point de vue hypophyseur et qui ont besoin d'être assurés avec des études. Sachez que ce cadre existe. Une phrase que j'aime bien dire de Paul Carton, c'est que le fond précède la forme, des caractéristiques physiques, la description que vous faisiez sur les mains tout à l'heure, vous avez des descriptions complètes des liens de telle et telle hormone par rapport au développement du corps, aussi bien au niveau cellulaire que sur le mood, le mot que j'utilise, qui est un anglicisme qui correspond, je trouve, le mieux à cette interprétation du fait que les hormones, cette conjonction hormonale, ont, si vous voulez, une implication sur votre pensée du moment, mais pas sur la construction du soi, ni sur votre libre arbitre. Un petit peu comme un exemple que tout le monde connaît, l'influence des oestrogènes qui aurait une implication sur les envies du moment, mais pas plus, parce que vous avez derrière ce filet de votre construction du soi et de votre libre arbitre. Et le lien que vous avez fait avec la thyroïde sur le fait qu'à 5 ans, c'est là où on a le plus gros métabolisme, pour placer le cadre aux gens qui nous écoutent, c'est que 100% de vos cellules ont besoin d'hormones thyroïdiennes, parce que vous avez des récepteurs, que ce soit au niveau de la mitochondrie, qui auront besoin de cette hormone thyroïdienne pour créer de l'énergie, ce qu'on appelle de l'ATP, ce qui donne de la chaleur et même cette monnaie énergétique qui permet l'ensemble du fonctionnement. Il y a 117 caractéristiques référencées d'un manque d'hormones thyroïdiennes. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant avec Jean, avec ses plus de 35 années d'expérience, 35 si je ne me trompe pas. 45 plutôt. 45 plutôt, désolé. C'est qu'on se place avec un prisme différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre, c'est-à-dire on a un psychologue qui étudie le lien hormone-psyché. Exactement. Exactement. Et ma formation est partie des travaux de Jean, puisque dans l'aviation, pour ceux qui m'ont suivi, je n'ai jamais vu de pilote avec des problèmes de thyroïde, parce qu'il n'y a pas un caractère à avoir des gens plutôt très thyroïdiens. Il y a une rondeur qui s'exprime sur l'équilibre des 4 glandes que Jean a parlé chez la plupart des pilotes, même si les pilotes se détachent beaucoup avec l'hypophysaire. Et à l'inverse, chez les stewards et les hôtesses, dans ce milieu-là, vous avez vraiment une population de thyroïdiens qui se détachent, une population qui est capable de désamorcer des situations, avoir une intelligence humaine émotionnelle, le choix, le goût, effectivement, mais qui n'auront pas forcément les caractéristiques du surrénalien. Maintenant, Jean, je vous propose, si vous souhaitez, de prendre le temps de décrire les 4 groupes pour que les gens puissent vraiment comprendre, et je poserai les questions en temps. Alors, on va commencer peut-être par l'hypophysaire, après tout. On va, en haut, dans la tête, n'est-ce pas, à la base du cerveau, vous avez l'hypophyse, qui est une glande particulière. On n'en dira que quelques éléments, parce que c'est assez vaste, finalement. Alors, l'hypophysaire, si vous voulez, le caractéristique hypophysaire, sur le plan général, caractère, quoi. Eh bien, ce sont des calculateurs. En fait, ce sont des calculateurs parce que le Dr Gauthier a bien établi que l'hypophyse est la glande du calcul. Alors, comment a-t-il fait pour le découvrir? C'est tout simple, en fait. Mais il fallait y penser parce qu'il a été le seul à le dire et à l'affirmer. Hein. Quand on considère les règles, 28 jours, comment une femme peut-elle avoir tous les 28 jours ce déclenchement particulier des règles? Eh bien, comme nous savons depuis avant la guerre que
tout le tractus génital féminin dépend de l'hypophyse, qui est une grande horloge qui déclenche des phénomènes à temps compté, comme les règles d'ailleurs, et la fin de la gestation, 9 mois. Bon, il y a peut-être de la souplesse, mais en tout cas, c'est l'hypophyse qui est à l'origine de ce déclenchement de l'ocytocine, la glande qui permet donc l'extraction du fœtus. Et puis aussi l'âge de la puberté, par exemple, la première au 8e jour, la deuxième puberté vers 11-12 ans, qui est connue, on appelle ça la puberté, en fait c'est la deuxième puberté, c'est l'hypophyse. Donc quand ils considèrent que, notamment pour les règles, qu'une femme a ses règles tous les 28 jours, comment ça se fait ? Eh bien, c'est que l'hypophyse, puisqu'on sait qu'elle est à l'origine de ce déclenchement, calcule un temps. C'est comme mon poste radio, mon réveil matin, si vous voulez, que je programme à 7h du matin, par exemple. À 7h du matin, l'électronique fait qu'à 7h, ça sonne. Eh bien, pareillement, l'hypophyse déclenche un mécanisme, après avoir calculé un temps donné, 28 jours, clac, ça... Et alors, il dit, mais pourquoi ce qui serait quelque chose de somatique, de physiologique, ne serait pas également à l'origine d'une capacité de calcul mentalement, alors, psychiquement. Il a réfléchi, il trouvait ça d'une logique parfaite, il a contrôlé, il a vérifié, et l'hypophyse est bien, dit-il, la glande de notre capacité de calcul. D'où le fait que les hypophysaires, quand ils sont dominants dans leur typologie, sont des gens scientifiques, rationnels, vérificateurs, analytiques, aimant beaucoup, enfin c'est pas qu'ils aiment, c'est qu'ils utilisent le principe de cause à effet. Il n'y a pas de science, il n'y a pas un principe sacro-saint, la cause et l'effet, on cherche la cause de tout, n'est-ce pas ? Ça ne marche pas chez l'homme, ça c'est un point de méthodologie, ça ne marche pas bien, et c'est ça le problème. D'ailleurs, il ne faut pas confier notre connaissance humaine à des hypophysaires. Or, c'est le cas pourtant, hein. Ils font des concours, à l'INSERM, vous avez des hypophysaires, etc. L'hypophysaire, il calcule tout, il rationalise tout, il vérifie tout, il mesure tout, mais l'homme est un objet tellement particulier, un ensemble en équilibre. Si on ne le sait pas, on l'analyse, on le parcellise, on ne comprend pas. Parce que la somme, un tout n'est pas égal à la somme de ses parties, voyez-vous, etc. On pourrait gloser là-dessus. Donc voilà, ça ne va pas. Le principe de cause à effet est sacro-saint en science, et l'hypophysaire est tout à fait à l'aise dans ses considérations. Donc, c'est un hypophysaire, donc c'est un analytique, c'est un parcellisateur, il vérifie. Et l'hypophysaire, d'ailleurs, ne considère comme vrai que ce qui se mesure. Ça ne se mesure pas. Donc c'est pas vrai, c'est pas possible. Vérifiez un peu, mesurez un peu, vous allez voir. Non, la psychologie, ça ne se mesure pas. Non. Ça s'appréhende autrement, voilà. Très intéressant de rebondir sur l'hypophysaire. L'hypophysaire, on a généralement, pour que les gens puissent se situer, des types de professions de type ingénieur. On aurait quoi d'autre ? Pilote, on aurait... Navigateur. Navigateur. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme corps de métier à peu près ? Ah ben, tous les ingénieurs, vous avez dit, mais les professeurs de mathématiques, les logiciens. De toute façon, même pour ce qui est littéraire, il faut une bonne hypophyse pour faire normal sup, lettres par exemple. S'il n'y a pas une bonne hypophyse, on n'atteint pas les qualités de brillant suffisantes, si vous voulez. Donc, c'est thyroïdien, puisque la littérature, l'imaginaire, la capacité d'écrire, de faire des romans même, est vraiment d'origine thyroïdienne, mais avec une hypophyse capable d'analyser, analyser les sentiments, analyser les contenus, enfin bref, il y a une hypophyse nécessaire quand on veut atteindre un certain niveau de qualitatif intellectuel. Mais ils sont quand même thyroïdiens dominants. Et moi, ce que j'ai remarqué, ça c'est juste ma constatation personnelle, c'est que les clients que j'ai eus avec vraiment une dominance hypophysaire, dans ma communication, j'ai eu besoin de tout rationaliser, tout expliquer. C'est-à-dire que pour, entre guillemets, manipuler, pour mener à bien ma consultation, manipuler est vraiment le terme, c'est-à-dire pour vraiment avoir une conversation parfaite avec ces gens-là, je devais leur expliquer, étude à l'appui, et c'est ce que j'ai fait en amont déjà, ce qui arrivait dans la conjonction des symptômes qui amenaient à cette pathologie. Et c'est comme ça que j'ai réussi à les persuader de continuer vers telle et telle voie. Il y a ce premier point chez les hypophysaires. Et aussi, j'ai remarqué que souvent, dans la conjonction des pathologies, on retrouvait régulièrement des problèmes de l'ordre de la balance oxydative.
ils sont des nœuds à la tête, ils réfléchissent, tous les problèmes cardiovasculaires ou d'autres pathologies plutôt très graves, Alzheimer ou des problématiques où la balance oxydative est remise en question. Maintenant, je vous propose qu'on passe sur une autre des 4 familles. Je vous laisse prendre celle que vous voulez. Alors, une autre typologie, la thyroïde qui vient après, mais si on descend de l'hypophyse thyroïde, alors le thyroïdien, c'est la typologie, est quelqu'un d'émotionnel essentiellement. Et qui dit émotionnel dit adaptation. L'émotion procède de l'adaptation, car si quelqu'un ne s'adapte pas bien, c'est qu'il n'a pas une émotion suffisante, voyez-vous. Alors si on prend un mongolien, un myxédémateux ou un hypothyroïdien congénital, eh bien on sait qu'il s'adapte mal. L'adaptation, c'est quoi? C'est la conformité de notre nature à la réalité. On se conforme, on s'adapte à une situation, et pour cela il faut changer, il faut pouvoir changer. Une pierre ne s'adapte pas. Nous nous adaptons, et la glande de l'adaptation, c'est la thyroïde. C'est la glande qui nous fait changer. Voilà pourquoi le type thyroïdien est toujours changeant. Alors il faut des régulations quand même, sinon ils sont instables. Ils sont instables en amour, ils sont instables dans le métier, ils sont instables, ils veulent voyager toujours, ils veulent changer d'air, ils veulent changer de situation, de paysage, que sais-je. Donc le thyroïdien a plein de qualités intellectuelles, plein de qualités d'intuition, d'adaptation, d'accord, mais il y a des défauts. On a tous des défauts, le thyroïdien en a, même s'il a des qualités, il a des défauts. Alors, les défauts de la thyroïde, alors c'est la superficialité. Il faut donc d'autres glandes pour contrôler, pour être plus profond. Superficialité, puis donc instabilité, donc le fait qu'ils se dispersent beaucoup, ils ont de l'orgueil, un orgueil, un moi à développer. Voyez-vous, si 3 personnes sont rassemblées et se parlent, elles se rencontrent, vous avez un hypophysaire, vous avez un génital et vous avez un thyroïdien. L'hypophysaire va démontrer quelque chose, il s'écoute parler un petit peu, il aime bien parler, tout vient harmonieusement parce qu'il a une logique interne et une sorte d'équilibre de sa mentalité, c'est très bien. Bon, le thyroïdien, lui, il est plein... Alors, le thyroïdien, il va dire... moi, vous voyez, il ramène à lui. L'hypophysaire, lui, il démontre quelque chose. Le thyroïdien, il ramène à lui. Moi, justement, parce que c'est ça, il est sa référence propre. C'est amusant à constater. Le génital, en revanche, qui est un caractère beaucoup plus généreux, plus stable, à tout point de vue d'ailleurs, on va peut-être voir après le type génital, eh bien, va au contraire s'intéresser à l'autre. Il va dire, mais vous alors, dans quel cas c'est l'autre. Le thyroïdien, c'est moi d'abord. Vous voyez, l'ego développé chez le thyroïdien. Que dire encore? Sur le plan intellectuel, ils sont brillants parce que, quand ils sont bien équilibrés, parce que l'équilibre est le fin mot de tout ça. On a 4 glandes, il faut qu'elles soient toutes en équilibre. Si on est trop ceci, trop cela, et puis surtout avec beaucoup d'impéritie fonctionnelle, on va avoir des difficultés à la fois fonctionnelles, physiques, physiologiques évidemment. Parce que tout vient de l'équilibre glandulaire, même les organes, même notre santé, mais aussi sur le plan psychologique. Tendance à la déprime, ou au contraire tendance à l'exaltation, à l'irritation, voyez-vous. Le thyroïdien est très axé sur ses valeurs émotionnelles, irritatives, il réagit au quart de tour. Voilà, le thyroïdien est intéressant par sa vivacité, son adaptation, son bon comédien, il parle bien, avec des gestes, il persuade. L'hypophysaire, lui, persuade pas par les gestes, il persuade par sa démonstration orale. Il ne veut pas persuader par des gestes. Le thyroïdien, il faut qu'il fasse des gestes, il dit, etc. C'est très curieux. On connaît tous quelqu'un, c'est marrant, les gens feront des liens justement. Ah sûrement, on me l'a dit souvent, ce genre de choses. Ah ben oui, en effet, je connais quelqu'un. Alors, pour le thyroïdien, je crois qu'on a fait le tour rapidement. Il y a plein de choses à dire, mais dans les livres, il y a la description de toutes ces typologies. Dans votre livre, alors les livres, petite pause, justement, on a sur la thyroïde, le mystère des émotions, de Jean Duchâteau, aux éditions Exuvie, très intéressant. Avant de le lire, vous êtes peut-être d'accord avec moi, je pense qu'il peut être très important de commencer par ces glandes qui nous gouvernent, en termes de premier point. Et après, alors je précise, c'est pas un pamphlet politique. Bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait penser que ces glandes qui nous gouvernent, c'est une petite blague.
Ah oui, qu'on oui, m'a oui. faite souvent. Ouais, bah, c'est drôle. Sur le thyroïdien, dites-moi, moi j'ai fait une petite constatation, vous m'arrêtez si c'est faux ou vous corrigez. J'ai remarqué aussi qu'on avait beaucoup de gens qui étaient portés sur le monde intérieur, c'est-à-dire l'intérieur de ma maison, ma décoration. Ce sont des gens qui restent beaucoup chez eux et ils vont mettre beaucoup d'importance dans la décoration de chez eux, le goût chez eux, le goût vestimentaire. Alors que l'hypophysaire, je disais toujours que les pilotes, pour aller d'un point A à un point B, c'était très bon, mais pour aligner une chemise importante de la même couleur, on les perdait tout de suite. C'était l'hypophysaire, la personne qui, à l'étranger, cherchait le meilleur burger de la ville. Alors qu'à l'inverse, le thyroïdien, il allait vous trouver le petit restaurant chiadé local très sympa. Voilà, il y avait vraiment une confrontation assez intéressante, mais une synergie. Et par rapport c'est bien que vous ayez choisi cet ordre-là, parce qu'on voit vraiment l'objectif que vous utilisez tout à l'heure, le thyroïdien qui va être éthérique, et cette partie hypophysaire qui va vraiment cadrer et amener une structure finalement sur l'ensemble. Oui, sur le plan physique, sur le plan mental surtout, ce cadrage dont je parle, sur le plan physique, l'hypophysaire est très grand. Il a une grande taille. L'hypophyse, c'est la glande avec la somatotrophine qui fait grandir, tout ça on le sait. Mais la thyroïde aussi participe de la taille, mais avec moins de hauteur. Donc le thyroïdien est quelqu'un. Alors je ne sais plus pourquoi vous avez parlé de l'hypophysaire par rapport à la thyroïde. Moi j'ai branché sur la taille, mais il y avait peut-être quelque chose à dire d'autre. Je ne sais pas ce que vous vouliez dire. Non, c'était très bien ce que vous disiez, c'est un point qui paraît essentiel. Après, d'un point de vue physiologique, il faut des hormones thyroïdiennes pour produire au niveau du fonctionnement de la surrénale, et à l'inverse, pour que pour votre hormone thyroïdienne rentre dans l'ensemble de vos cellules, cette barrière de la cellule, il faut du cortisol. Sans cortisol, votre T3 ne rentre pas dans votre cellule. D'accord. Alors là, vous faites un peu comme les scientifiques, remarquez. C'est pas une critique, hein, c'est Ouais. une petite observation. C'est que vous rentrez mais c'est nécessaire sans doute, dans le moléculaire, dans le biochimisme, dans l'analyse un petit peu, ce qui est légitime, mais qui ne rentre pas tout à fait dans le cadre, à notre échelle. Il ne faut pas faire des ruptures d'échelle, comme sont les scientifiques souvent. Ils disent, la T3, TK, non, c'est la T3 qui est opérationnelle, la TK. On s'en fout. Selon le docteur Gauthier, on s'en fout pas vraiment, je plaisante. Oui. Mais ça reste secondaire par rapport à une échelle d'observation globale totale. Le thyroïdien, il a la thyroxine, et puis il y en a quelques autres, il y a la calcitonine, etc. Puis il y a les parathyroïdes avec la parathormone, d'accord. Elles ont leur spécificité, sur le calcium notamment. Mais le thyroïdien ne s'embarrasse pas, si vous voulez, quand on appréhende la typologie comment dirais-je, de paramètres d'ordre moléculaire, vous voyez, c'est ça. Il y a toujours cette différence, mais ça m'amuse de considérer, mais c'est bien, parce que ça permet de ne pas oublier le paramètre corporel qui est fait de petites parties, quand même. Mais je pense qu'il vaut mieux considérer les parties d'ensemble, et non pas trop considérer les petites parties moléculaires qui risquent de nous perdre dans l'appréhension du global. Voilà, c'est ce que je veux dire. Disons que ce que j'avais appris avec votre livre, c'est que comme nous nous adressons à des profils différents, il nous faudra parler au thyroïdien, avec ce cadre, cette explication, parler au surrénalien, ou lui, pas au surrénalien, au lipophysaire, avec cette démonstration justement moléculaire. Et après, oui, c'est vrai. Je vais pas développer parce qu'on n'a pas encore parti les autres parties. Mais voilà. D'accord, vous avez raison. Oui, tout à fait. Hypophysaire, il faut lui parler moléculaire. Lui, il va comprendre beaucoup mieux. C'est tout à fait exact. Et c'est ça le problème d'ailleurs, parce que. C'est le problème. Je suis d'accord avec vous. Il faut savoir voir l'ensemble. Alors ensuite, vous avez le surrénalien. Bon, le surrénalien, c'est Moi, je ça. l'aime. Comment ? Moi, je l'aime, le surrénalien. Alors, il ne faut pas qu'il soit trop typé, trop dominant, hein, parce qu'il a quand même des défauts majeurs. Il a des qualités comme tout le monde, mais les défauts de surrénalien, c'est d'être quelqu'un qui est très peu spirituel. Sur le plan schématique, ça ne veut rien dire, hein, on est tous un mélange. Il peut être très spirituel par ailleurs, si donc il y a d'autres glandes qui viennent compenser, mais c'est un matérialiste, c'est un agressif, il est un hypersexuel, il aime le matériel, il a peu de propension à comment dirais-je, à manier les idées, il n'a pas d'idéal. Dans les guerres, il y a beaucoup de viols,
Mais pourquoi? C'est pas seulement le surrénalien dans les guerres. Alors c'est ce que disait le docteur Gauthier. Quand il y a des guerres, il y a des viols. Souvent, il y a des exactions terribles. Parce que la guerre suscite l'hyperfonction de la surrénale. La combativité, l'agressivité. D'où l'accent sexuel. Car ce sont des gens assez sexuels. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Eh bien, ils ont beaucoup de mémoire. Parfois, une mémoire de Capharnaüm. C'est curieux, on pourrait croire que par exemple, si un surrénalien arrive à être universitaire, voire même, pourquoi pas, prof d'université, et qu'il serait dominant surrénalien, on pourrait dire, avec un petit peu de méchanceté peut-être, il a acquis ses capacités, ses diplômes par la mémoire. Voyez-vous, il a tellement enregistré, il a tellement de capacité de tout retenir qu'il arrive à passer des concours très bien. C'est un disque dur. Si vous voulez. Et le côté purement intellectuel, le côté découvreur, le côté qualitatif de l'intelligence, eh bien, chez lui, est plus problématique. Un surrénalien, donc, c'est surtout sa mémoire qui le fait réussir. C'est un peu vache de dire ça parce que ça pourrait paraître injuste, mais ce sont des schémas. Donc des schémas, c'est théorique. Un surrénalien pur, ça n'existe pas. Mais cependant, s'il est dominant surrénalien, attention, il peut tomber dans ce travers dont je parle. Mais généralement, ils ont d'autres qualités. Ils ont un peu de thyroïde, ils ont de la génitale, ils ont de l'hypophyse. Donc ils sont des mélanges. On est tous des mélanges glandulaires. Dites-moi si je me trompe, mais moi je disais que je les aimais bien tout à l'heure, et après je me dis, oula, elle est en train d'écrire des choses sur... Et en fait, je me suis dit, pourquoi je les aime bien? C'est qu'ils ont aussi une intelligence pragmatique et manuelle. Ah, tout à fait. C'est nos artisans, Ouais. sont des gens qui sont capables de, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, c'est juste de la construction d'étapes. Je suis les étapes parce que j'ai confiance et je ne cherche pas forcément à comprendre. C'est très pragmatique. Et pourquoi je les aime bien? Parce que je trouve qu'ils créent un contrepan à la thyroïde. C'est-à-dire que mes profils thyroïdiens, je leur demande vraiment des fois de s'inspirer de ce profil surrénalien avec concrètement, je leur dis, mais mettez-vous les mains dans la terre, allez faire du jardin dehors, les mains dans la terre, faites des murs de pierre sèche, entre guillemets, parce que la thyroïde est contraire d'Hippocrate, vous n'avez pas ce pan-là. On n'a jamais ce qu'on disait tout à l'heure, on n'a jamais des gens avec un profil d'artisan qui viennent pour des problèmes de thyroïde. J'en ai jamais vu. 400 clients en 2 ans pour des problèmes de thyroïde uniquement, jamais ce type de profil. C'est pas pour rien. C'est grâce à vos travaux, ça. Tout à fait, d'accord. Alors il y a un antagonisme entre la thyroïde et la surrénale, de toute façon, un antagonisme permanent, mais qui dit antagonisme dans l'équilibre glandulaire dit aussi synergie. Les deux sont ensemble, elles s'opposent, mais elles sont synergiques aussi. Et cette synergie se voit dans beaucoup de domaines, par exemple la tension artérielle. La thyroïde fait une vasodilatation, donc diminue la tension, diminue la pression, et la surrénale fait le contraire, donc elle fait une vasoconstriction, et donc elle augmente la pression sanguine, et donc la tension artérielle. C'est également pour ce qui est de la sensibilité. La sensibilité, c'est essentiellement thyroïdien, ils sont très très sensibles physiquement. La sensibilité morale, c'est plutôt la génitale interstitielle. Mais enfin, on fait une petite distinction là. L'opposition entre les deux se voit aussi dans je disais la sensibilité, c'est-à-dire que la surrénale enlève la sensibilité. Exemple, vous ne verrez pas un thyroïdien prendre la clôture électrique dans un champ, comme fait le surrénalien. Il sent rien, il sent, mais ça lui est égal. Alors qu'un thyroïdien, il craint énormément le courant électrique. Voilà, non, je touche pas le courant électrique, il va y avoir une décharge électrique. Vous voyez, par exemple, c'est très étonnant. Moi, j'ai vu des gens qui prennent la clôture électrique, on voit la décharge. C'est très curieux. Alors, sensibilité atténuée chez les surrénaliens. Et puis, vous avez dans le tonus musculaire l'action des deux glandes. Là, il y a une synergie. Il y a une synergie obligatoire. C'est pas une opposition, mais si, quand même un peu. La thyroïde agit sur la fibre musculaire en apportant l'oxygène. C'est une glande d'oxygénation, de catalyse d'oxygénation, la thyroïde. Et elle vient oxyder le sucre, le glucose de la fibre qui donne de l'acide lactique. Et la surrénale intervient pour éliminer l'acide lactique, qui donne la courbature, la douleur, etc. Pour que continue un effort musculaire, il faut absolument ces deux hormones. L'une qui oxyde et l'autre qui désoxyde. En fait, c'est une désoxydation, c'est une désintoxication de la
toxicité de l'acide lactique. Donc, encore une fois, un exemple de synergie entre thyroïde et surrénal. Alors, il y a d'autres choses certainement qu'on pourrait dire. La température. La température interne, c'est 37 degrés en moyenne. Comment c'est possible? Eh bien, parce que l'oxydation cellulaire, qui est une combustion, réchauffe les téguments, réchauffe le corps, réchauffe tous les tissus, et la surrénale intervient pour faire que se continue cette oxydation en désoxydant, en enlevant l'excès d'oxygène. Bon, moi aussi, je fais du biochimisme. Hein. Mais c'est génial, ce qu'on rebondit sur la bioélectronique de Vincent. Oui, qui va beaucoup d'accord. parler aux gens. Donc, je finis ça. On enlève l'oxygène en excès, c'est l'adrénaline qui le fait, des cellules, pour qu'il y ait une continuation de la température interne qui se maintient à 37. Et lorsqu'il y a la fièvre, c'est-à-dire lorsqu'il y a nécessité de défendre contre les bactéries notre organisme en stimulant l'immunité, il y a à ce moment-là la surrénale qui dit non, là je me tais, il faut que l'organisme... Vous voyez, c'est incroyable, cette finalité de l'équilibre glandulaire. Et la surrénale se tait, elle n'intervient pas et elle laisse monter en puissance la thyroïde pour donner de la fièvre, avec le principe iodé, avec la chaleur qui tue les bactéries, etc., les microbes. Donc vous voyez, dans cette synergie des deux glandes, on a plein d'applications possibles. C'est très intéressant. C'est magnifique ce qu'on a là, j'adore. Je pense que les gens qui nous écoutent, ils vont adorer, parce que c'est un petit peu inédit, c'est des choses qui sont accessibles et qui permettent aux gens de faire des liens, donc merci Jean. Est-ce que vous souhaitez que l'on continue sur, par exemple, la glande sexuelle? La génitale, bien sûr. Alors ça, c'est le top du top, si vous voulez. La génitale, c'est un grand chapitre du docteur Jean Gauthier, qui fait l'objet de pas mal de pages de mes formations, si vous voulez. La génitale a deux parties. En fait, on s'est trompé depuis tellement de décennies sur la finalité de cette glande endocrine. Testostérone chez l'homme, folliculine chez la femme et la femelle. Eh bien, ces deux parties glandulaires sont en opposition, en fait. Et on a confondu dans la physiologie humaine, depuis très longtemps, très longtemps, les deux. Et on a fait une sorte de pataquès, on a fait une confusion, en disant, voilà, la glande sexuelle, mais la glande sexuelle, il y a la glande reproductrice, qui est la glande de notre sexualité, celle qui met en œuvre les gamètes, activés par l'hypophyse thyroïde surrénale, et qui agissent sur la glande reproductrice pour l'activité sexuelle. Et vous avez une glande endocrine, qu'est-ce qu'elle fait? Figurez-vous que la glande endocrine dite sexuelle est antisexuelle. Attendez, c'est des découvertes sensationnelles du docteur Jean Gauthier. Une glande sexuelle qui est antisexuelle. Non, attendez, il y a un problème quelque part, hein, n'est-ce pas? Qui a raison, qui a tort? Eh bien, Gauthier prend, et je prends cet exemple parce qu'il est rapide, on ne va pas s'éterniser, c'est que quand on considère le RUT chez l'animal, nous avons une hypertrophie, on prend le mâle, c'est plus facile, des canaux séminifères qui fabriquent les spermatozoïdes, et on s'aperçoit au microscope que ces canalicules séminifères sont hyper développés. On voit donc que, à ce moment-là, en corollaire, que l'interstitiel, c'est-à-dire les cellules qui sont à l'intérieur, dans les interstices des canaux. Alors pourquoi on l'appelle glande interstitielle? Dans les interstices des canaux séminifères, dans le testicule, et tout autour des canalicules, vous avez des cellules, qu'on appelle cellules de Leydig, qui sécrètent une hormone. Ça a été découvert il y a déjà assez longtemps maintenant, c'est au début du XXe siècle. Et cette hormone a été considérée, à tort évidemment pour moi, comme la glande sexuelle. Parce qu'elle est située tellement proche de la glande reproductrice qu'on ne pouvait pas ne pas conclure de cette proximité qu'elle était forcément sexuelle. Oui, mais voilà le problème, c'est que si on avait investigué avec le génie qu'il fallait, celui du docteur Jean Gauthier, on aurait vu que cette proximité n'était pas due au fait qu'il fallait qu'elle intervienne sur la sexualité, mais sur le fait qu'il fallait qu'elle la contrôle et qu'elle l'empêche. Ça n'a pas été compris. Et c'est le cas chez l'animal. Chez l'animal, quand il est en RUT, je viens de le dire, il y a une hypertrophie des canalicules, beaucoup de spermatozoïdes pour les saillies animales, et vous avez la glande interstitielle qui a disparu. C'est-à-dire qu'on ne voit plus au microscope les cellules de Leydig qui s'effacent, et c'est l'alternance sexuelle chez l'animal. On n'a pas ça, nous. On a autre chose. Et la glande interstitielle, hormonale, est donc chez l'animal la glande qui arrête le RUT. Mais
Vous savez que des vétérinaires avaient aperçu au début du XXe siècle cette chose. Ils avaient observé au microscope, dans le rut et dans le repos sexuel. Cette expérience vient de cette époque, au début du XXe siècle. Eh bien, ça n'a pas fait changer les lignes, pas du tout. Ils ont été très très étonnés, les vétérinaires qui étaient à l'origine de cette expérience, ils ont été très étonnés, et ils ne comprenaient pas, puisque la glande sexuelle, c'est la glande génitale hormonale. Hein. Or, non, la glande hormonale, dite sexuelle, génitale si vous voulez, n'est pas sexuelle. C'est très étonnant. Alors, qu'est-ce qu'elle est alors? Eh bien, elle est la glande de notre équilibre glandulaire. Oh là là, la glande de l'équilibre glandulaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire tout simplement que dans un fœtus, 3 glandes fonctionnent, il manque la 4e, la glande génitale. 3 glandes fonctionnent dès le 3e mois fœtal. L'hypophyse fonctionne et émet des hormones, la thyroïde et les surrénales. Quand l'enfant vient au monde, il lui manque une glande. Donc il est en déséquilibre, si vous voulez. Il est normal, d'accord, c'est la nature des choses, mais il lui manque une glande. Va intervenir une période très étonnante qui n'est pas comprise. Personne, même les médecins ne savent pas, c'est quand même étonnant. Ils vont dire, ah ben oui, c'est une période, oui, c'est curieux, on constate qu'il y a une tuméfaction des organes génitaux du petit nourrisson au bout de quelques jours, hein, vers le 8e jour d'ailleurs. Il y a une période de stimulation de cette glande génitale pour la mettre à niveau des 3 autres qui se sont développées auparavant dans le fœtus, pour faire que cette glande génitale soit au niveau de ces 3 autres. Et ainsi, stimulée qu'elle est par l'hypophyse, la thyroïde et les surrénales, qui sont déjà existantes, viennent stimuler dans la vie aérienne, hein, au début de la vie, cette glande génitale qui est juste à l'état d'ébauche, pour la mettre en fonction afin de réaliser l'équilibre glandulaire. Pour le docteur Jean Gauthier, la glande génitale interstitielle, chez la femme comme chez l'homme, est la glande de notre équilibre personnel. Et là, on va, si on voulait un peu insister, on va peut-être arrêter là, je vous poser d'autres questions, on est dans un domaine quasi, j'allais presque dire métaphysique, parce que la génitale va devenir la glande de notre finalité à la fois physique, puisqu'elle se développe jusqu'à un âge très avancé d'ailleurs, alors que les autres, c'est pas le cas des autres glandes, mais aussi morale, parce qu'elle est, dit Gauthier, à la base, alors il faut dire la condition d'exercice, hein, on ne peut pas dire que ce soit la cause, c'est la condition d'exercice de nos facultés les plus éminentes. La volonté, le contrôle de nous-mêmes, l'esprit de synthèse, le sens moral, l'altruisme, la capacité d'amour. Et alors, pour étayer ces dires, parce que Gauthier, c'était pas un fantaisiste, hein, il essayait de vérifier toujours, c'est le petit côté hypophysaire quand même, de vérifier, de contrôler toujours ses dires, enfin c'était extraordinaire, ses travaux. Et il s'aperçoit que cette génitale est vraiment la glande qui nous permet de satisfaire à cette capacité étonnante chez l'être humain, même chez les animaux, vous allez voir, d'amour, aimer quelqu'un. Aimer quelqu'un, ça veut dire être capable de dominer son ego. Comment se fait-il que je peux avoir cette capacité de m'intéresser à l'ego de celui qui est devant moi, par exemple? Je vais lui rendre service. Eh bien, en philosophie, on dit que aimer, c'est vouloir le bien de l'autre. Donc, on ne peut pas aimer sans volonté. Très curieux, c'est la philosophie. Mais c'est la philosophie aussi qui est la mère des sciences. Et la volonté est donc aussi, selon Gauthier, hein, conditionnée, pas causée, conditionnée par la glande endocrine génitale. Si on a une atrophie de cette glande, c'est le cas des malades mentaux, nous n'avons plus aucun pouvoir d'exercer cette capacité volontaire. Donc la volonté, qui est une faculté purement de l'esprit, d'accord, attention, est tout de même conditionnée par quelque chose dans le corps. Le corps n'est pas la cause, donc la génitale n'est pas la cause de cette capacité, mais elle en est la condition absolument nécessaire. La génitale est donc, endocrine, la glande qui nous donne notre volonté, enfin on peut dire qui nous donne si vous voulez, mais qui est la condition de notre volonté, de notre altruisme. Car pour aimer quelqu'un, il faut la volonté de pouvoir dominer notre ego. Quelqu'un qui ne le peut pas, ça s'appelle un égoïste.
Il y a donc l'altruisme, l'altruiste et l'égoïste. Et c'est glandulaire. Et je dis ainsi, pour finir ce petit exposé-là, que tout ce qui est glandulaire, ça fait un peu réductionniste, et tout ce qui est glandulaire, je dis bien, est psychologique. Et tout ce qui est psychologique est glandulaire. Alors ça peut faire dresser les cheveux sur la tête de n'importe qui dit « Comment vous réduisez ? Mais attendez, la psyché, c'est l'âme, c'est spirituel. » Et vous dites « Vous êtes un matérialiste. » Mais pas du tout. Il n'y a pas plus spiritualiste que moi. Bien sûr. C'est du réalisme à l'état pur. Le corps. Vous avez compris l'incarnation ? Ouais, j'ai Ah oui, compris. vous avez compris. Et parce que je commence à connaître Oui, bien vos sûr, bien travaux sûr. et votre manière de penser. Oui. Et ce qui est très intéressant sur cet équilibre des glandes, même certaines personnes vont vous dire, moi j'ai déjà entendu, il y a d'autres hormones. Mais là, on parle vraiment globalement d'un mécanisme très profond, et très profond par rapport à l'humanité, mais aussi d'une globalité hormonale, parce qu'il y a plein d'autres hormones satellites. Mais là, on est vraiment sur un mécanisme, un équilibre des quatre qui va vraiment avoir un impact significatif par rapport aux autres sur ce qu'on disait tout à l'heure, non pas la construction du soi, pour ceux qui pourraient décrire ce que vous dites justement un aspect matérialiste qui n'est pas, non pas non plus sur l'éducation, qui permet justement de se construire les amis, comme on a grandi, notre cadre et tout, mais vraiment sur cet anglicisme, le mood, cette influence du moment qui est inné, profond, et qui est la condition sous-jacente pour que cette psyché puisse s'adapter. Par exemple, une expérience qui va dans votre sens, c'est que vous prenez les hypothyroïdiens de 1870 avant les traitements thyroïdiens, lorsqu'ils étaient bas en thyroïde, ils avaient vraiment une hyper-émotivité qu'on retrouve très régulièrement chez les gens qui sont hypothyroïdiens du fait d'un manque de traitement. Et si vraiment vous rapprochez de zéro, c'est-à-dire avant la mort, la semaine avant la mort, cette personne-là est dénuée complètement d'émotions. Mais complètement. Il y a des expériences qui ont été faites comme ça, des gens, à cette époque où il n'y avait pas de traitement, que se passait-il au niveau de leur psyché si la personne avait plus de fonction surrénalienne. Et il y a vraiment une implication concrète, parce que c'est, comme vous dites, le fusible nécessaire au fonctionnement. Voilà. Est-ce que vous aurez un conseil ou quelque chose de simple que vous aimeriez partager auprès des gens qui vont nous écouter, qui viennent avec tel et tel équilibre? C'est très simple. C'est très simple. J'ai envie de répondre à votre question par ce que je vais dire à l'instant. C'est qu'il y a un principe, pour moi, qui est absolu, c'est que la vie qu'on mène commande les glandes endocrines, commandent leur fonction, commandent surtout leur équilibre. Parce qu'il n'y a pas qu'une glande, il y a 4 glandes principales, il y en a d'autres, mais 4 glandes principales, disait le docteur Gauthier, hypophyse, thyroïde, surrénale et génitale. Et cet équilibre glandulaire entre elles est souverain, c'est un équilibre nécessaire. Il est souverain pourquoi ? Parce que c'est par cet équilibre que nous accédons au libre arbitre. Ça, c'est l'aspect philosophique. Mais c'est de l'endocrinopsychologie. Le libre arbitre, c'est la capacité de choisir. Je suis libre. Je suis libre parce que je suis comme une balance, c'est mon image, c'est comme ça qu'on fait comprendre. Je suis comme une balance de Roberval, par exemple, et j'ai 2 plateaux. Ces 2 plateaux, nous on a 4 plateaux, par exemple, puisqu'on a 4 glandes, mais je prends l'exemple de la balance. Si je prends cette balance qui est en équilibre, je vois qu'elle est en équilibre, hop, là, j'appuie sur, hop, vraiment, je peux donc peser. C'est fait pour ça une balance, c'est pour peser, salut. Pour peser. Or, si ma balance est déséquilibrée, je vois une balance de Robert, puis elle est comme ça. Je ne peux pas peser, elle n'est pas en équilibre, n'est-ce pas ? Elle est cassée, il faut que je la répare. Eh bien, si donc, par image, je suis en déséquilibre, telle une balance fausse, je ne vais plus pouvoir choisir le plateau vers lequel je dois pencher. C'est mon image. Alors voilà, je suis déterminé à pencher d'un côté que je n'ai pas choisi. Donc je suis plus libre. Je ne suis plus libre. La liberté est donc quelque chose qui a un rapport direct avec un équilibre comme une balance. Voilà pourquoi l'équilibre glandulaire est si souverain dans notre économie. Parce qu'elle explique, cette notion d'équilibre explique ce qu'est la possibilité du libre arbitre en même temps que la volonté. Il se trouve que la glande génitale interstitielle, dont on parlait tout à l'heure, est le conditionnement, non pas la cause, mais le conditionnement à la fois de l'altruisme. Vous voyez, on mélange les deux, le physique et le psychique, c'est la relation corps-esprit. À la fois même le conditionnement de la volonté. Spirituel. Oui, On bien est sûr. sur du Pythagore, là. Absolument, oui. De la volonté, de l'amour, l'altruisme, l'amour, et du sens moral,
et avec d'autres choses comme l'attention. Il se trouve que les malades mentaux, la grande synthèse du docteur Jean Gauthier, sont tous, sans exception, les grands malades mentaux, il y a des petites nuances, il y a des degrés quand même, mais les malades mentaux en général sont tous, sans exception, privés de 4 qualités essentielles. Et tous les psychiatres étaient d'accord, il y a déjà une centaine d'années, dans les psychiatries du début du XXe siècle notamment, sont tous privés de volonté, de sens moral et d'altruisme, d'attention et évidemment de capacités élémentaires d'analyse, de synthèse, bien sûr. Eh bien, il se trouve que ces qualités, disait le docteur Jean Gauthier, sont celles mêmes que procure j'ai dit toujours le conditionnement, moi, sinon ça fait à cause et c'est pas la cause, bien de la génitale interstitielle. Il se trouve que les malades mentaux présentent, ah ça c'est génial je trouve, c'est incroyable ça comme info, présentent tous sans exception une atrophie de la glande interstitielle. Alors, évidemment, il y a eu quelques confirmations, parce que sinon c'est une affirmation, donnez-moi un peu les preuves, ça. Il y a des recherches qui ont été faites au début du XXe siècle, toujours, on était très axé sur les glandes endocrines au début du XXe siècle, même un petit peu à la fin du XIXe, notamment Kraepelin, qui est un grand psychiatre allemand, disait, mais ça n'a pas été repris du tout, c'était une intuition très remarquable d'un savant de l'époque, disait, la schizophrénie, je me demande dans quelle mesure elle ne viendrait pas d'une perturbation grave de la glande interstitielle. Kraepelin, qui est mort en 1926. Hein. Et d'autres auteurs, notamment le professeur Maurice Did, un neuropsychiatre des années 20, a dit effectivement, de maints travaux m'indiquent qu'il n'y a pas de rapport avec la fonction spermatogénétique, dans ce qui concerne les facultés de l'esprit, l'énergie morale et mentale, mais par contre tout m'indique que tout cela serait conditionné par la fonction interstitielle du testicule. Enfin bref, quand même il y a eu quelques percées de ce genre pour étayer les travaux du docteur Jean Gauthier. Donc la génitale interstitielle est la glande de notre volonté, de notre sens moral, de notre finalité morale et physique. Et il trouve... D'ailleurs, il a découvert que l'interstitiel, ça t'intéresse, hein, je crois, que l'interstitiel était la glande de la finalité humaine. Comment ? Parce que c'est la seule glande, sur le plan somatique, hein, la seule glande qui continue de se développer à un âge très avancé. Alors que les autres endocrines, hypophyse, thyroïde et surrénale, dès qu'on passe un certain âge, c'est variable sans doute, mais pas 30 ans, mais plutôt 60, 70, nous avons un envahissement de neurones dans la fonction endocrine qui diminue énormément au profit de neurones qui viennent envahir la glande, qui d'ailleurs explique pourquoi les vieillards ont tellement de mal à apprendre quelque chose de nouveau. En revanche, l'interstitiel, parce que c'est la glande de la mémoire, la thyroïde. Hein. En revanche, l'interstitiel a une capacité de se développer encore, mais à la condition que nous ayons vécu selon les principes de l'interstitiel. Sinon, on devient un vieillard cacochime, très instable, très méchant aussi avec ses proches, parce que l'interstitiel ne fait pas son travail comme il faut, parce qu'il n'a pas été préparé par la vie qu'on a menée. Voilà, c'est des principes d'endocrinopsychologie que j'explique à longueur de temps. J'ai une dernière question, parce que je pense que l'heure tourne et elle va vous plaire, cette question, très rapidement. Je dis toujours aux personnes que si on prend de la hauteur sur les hormones, c'est que nos hormones ne sont là que pour adapter notre physiologie intérieure à un environnement extérieur. Et cette phrase est un petit peu une porte ouverte pour dire aujourd'hui vous avez cette dominance surrénalienne, aujourd'hui vous avez cette dominance thyroïdienne, aujourd'hui vous avez cette dominance hypophysaire. Peut-être qu'il n'est pas trop tard pour essayer, à moindre mesure, hein, fait pas des miracles, mais pour tendre un peu plus vers le surrénalien si c'est la partie que vous n'avez pas. Tendre un peu plus sur l'hypophysaire si c'est la partie que vous n'avez pas. Et en consultation, on est, par rapport à cette loi du contraire d'Hippocrate, ce que vous n'avez pas, c'est ce que vous avez besoin, on ne retravaille pas les points forts. Le thyroïdien ne doit pas être plus hypothyroïdien, à l'inverse, il doit arrondir cet équilibre. Et j'aimerais avoir votre avis sur cette analyse-là. Je corrigerai légèrement légèrement,
c'est une question de point de vue aussi, c'est que la génitale interstitielle étant le principe universel de régulation, puisque, je ne l'ai pas dit, mais j'en profite de le dire maintenant, dans la puberté étant la stimulation de l'interstitiel dès le début de la vie, puisque c'est une question hypophyso-thyroïdo-surrénalo-génitale, qui va faire que la génitale va se mettre au niveau des trois autres, comme je le disais tout à l'heure. C'est la même chose pour la deuxième puberté d'ailleurs. Et cette génitale va pouvoir en rétroaction agir en retour sur les surrénales thyroïdées. Et cette action rétroactive est une action régulatrice. Donc stimulatrice pour celles qui ont besoin d'être stimulées et freinatrice pour celles qui ont besoin d'être freinées. Donc régulation, c'est la génitale interstitielle. Alors je dirais que l'interstitielle va réguler chaque glande. C'est elle qu'il faut viser par la vie qu'on mène. La vie va réguler nos glandes. La vie commande les glandes. C'est toujours le même principe, je reviens à ce principe. Et à ce moment-là, l'hypophyse, même si elle manque, elle peut être stimulée par la génitale interstitielle, par le biais de notre volonté, car la génitale est une glande qui ne travaille pas de soi, un peu quand même, surtout au début de la vie. Jusqu'à l'âge d'autonomie, après la puberté par exemple. Mais en général, c'est une glande qui est mise en action par le libre arbitre et par la volonté, puisque les deux sont connexes. Il n'y a pas de volonté sans libre arbitre, et pas de libre arbitre sans volonté. Surtout le contraire. Pas de libre arbitre sans volonté. La volonté est donc le moyen de conserver notre liberté. Alors j'aime bien cette dernière phrase, et je pense que je vais conclure là-dessus. Merci beaucoup Jean Duchâteau. Avant de nous quitter, je mets en avant vos ouvrages, La thyroïde et le mystère des émotions, Ces glandes qui nous gouvernent, de Jean Duchâteau aux éditions Exuvie. Allez voir également le site de Monsieur Jean Duchâteau, si vous voulez apprendre plus de cette discipline qui mérite vraiment sa place dans un ensemble de disciplines, naturo-médecine et autres, et même pour votre culture personnelle. Si vous voulez avoir une approche sur la thyroïde avec plusieurs auteurs, n'hésitez pas à faire un tour sur ma page Instagram et également voir mes formations. Sur ce, Monsieur Duchâteau, je vous remercie. François. À une prochaine fois. À une prochaine fois. Mettez un like et mettez un petit commentaire, ça me fera plaisir. Salut!